a demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Deux points. Le premier, pour rebondir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure en évoquant l'impact des impôts de production à hauteur de 3,2 milliards sur 43 milliards, effectivement, mais je dirais c'est le risque de double effet qui se coule, comme dirait ma grand-mère. Si on met ces 3,2 milliards aussi en parallèle de la réforme de la taxe d'habitation, on ne peut pas simplement, réforme par réforme, dire ça, c'est pas très grave, parce que finalement, c'est marginal par rapport à l'ensemble. Il faut se dire, et Philippe Bas l'a fait de manière très explicite jusqu'à maintenant, c'est quand même un mouvement long et réforme après réforme qui fait que la question de l'autonomie financière des collectivités s'amoindrit progressivement. Donc, je veux dire, j'entends ce que vous dites, 3,2 sur 43, c'est peu, mais c'est 3,2 par rapport à d'autres réformes qui sont plus ou moins récentes, notamment la plus récente étant celle de la taxe d'habitation. Monsieur le Président, je ne parle plus à partir de maintenant en tant que rapporteur, puisque le sujet est un sujet beaucoup plus compliqué, et je ne parle qu'en mon nom personnel. Le FPIC. 2012, 150 millions, 2017, 1 milliard, depuis 2017, 1 milliard de manière linéaire. C'est une culture, le FPIC, dont je pense qu'il faut que nous sortions rapidement. Et je pense que la situation de l'épidémie, de la crise économique qui est déjà subséquente, va nous entraîner dans une exigence de remettre en cause fondamentalement cette péréquation horizontale telle qu'elle existe. Pourquoi ? D'abord parce que les collectivités qui sont concernées qui vont être concernées en premier par la crise économique sont celles qui payent le FPIC. Et celles qui sont épargnées par la crise sanitaire et par la crise économique sont celles qui en bénéficient. Donc c'est une solidarité inversée. Ceux qui vont avoir besoin d'investir, ceux qui vont avoir besoin de soutenir l'économie, d'assurer la solidarité sociale, n'auront plus les recettes nécessaires puisqu'elles les consacreront à un mécanisme de solidarité qui peut-être avait lieu d'être il y a maintenant 7 ou 8 ans, mais qui aujourd'hui me paraît totalement anachronique. Et donc il faut qu'on sorte de cette logique-là, et Françoise Gatel a été éloquente en expliquant l'évolution de l'intercommunalité sur ces questions de FPIC-là. Aujourd'hui, vous avez des communes pauvres dans des intercos riches qui payent du FPIC. Donc, à partir du moment où la carte intercommunale est terminée, qu'elle est achevée, et que, quelque part, le renversement, pardon de le dire, d'une partie est de la France qui paye le FPIC parce qu'elle est productive, parce qu'elle est dynamique économiquement au profit de l'arc atlantique, qui l'est moins, eu égard aux ratios qui sont pris économiquement, pour calculer le FPIC. Si vous calquez la carte de l'épidémie, prenez par exemple la carte des admissions en réa depuis le mois de mars, et puis vous prenez la carte de ce qui va se passer économiquement, et bien vous avez des cartes qui sont inversées. Donc moi je pense, et j'aurai l'occasion à titre personnel, à nouveau, et avec les quelques collègues qui voudront me soutenir là-dessus, de déposer un amendement pour avoir ce débat sur la question du FPIC en séance, parce que je crois vraiment, et je parle d'un département dans lequel toutes les communes et toutes les intercos contribuent. Donc comme ça, je ne prends aucun risque politique chez moi à mener ce combat, puisque c'est en Haute-Savoie. Mais regardez, on s'interroge là de ce qui va se passer dans quelques jours avec l'ouverture des stations de port d'hiver. Quel va être l'impact sur les collectivités ? Vous allez, l'année prochaine, en 2021, demander à des collectivités qui vont, pour certaines, comme ça a été évoqué, ont des services publics en régie. De toute façon, même si une grande partie de leurs ressources sont garanties, et en leur nom merci, mais vont devoir quand même faire face à des difficultés de plein d'autres manières. Et donc, moi, je pense qu'il y a une urgence sur ce milliard de redistribution à vraiment s'interroger sur sa pérennité. Si je puis me permettre de réagir un petit peu sur le FPIC. Vous m'autorisez, Monsieur le Président ? Non, je veux dire, je comprends, et j'ai même introduit un peu le sujet en disant qu'il fallait revoir le FPIC, mais il serait sans doute un peu réducteur que de vouloir le supprimer tel que, en disant on enlève ce FPIC. Parce qu'on sait très bien que la péréquation est nécessaire dans notre pays, et d'ailleurs, c'est parce qu'on n'a pas voulu la faire que, grosso modo, l'État
l'a fait grosso modo lui-même à travers de la fiscalité nationale. Parce que, je veux dire, la territorialisation de l'impôt est difficilement concevable aujourd'hui ex abrupto, compte tenu de la variété, je veux dire, de nos territoires. Donc, moi, je suis pour qu'on revoie le FPIC et qu'on le base sur, je veux dire, des charges standards réelles et qu'on tienne compte aussi des recettes par ailleurs. Parce qu'il y a effectivement, il ne faut pas opposer rural et urbain. Il y a des territoires ruraux qui ont besoin d'assumer leurs charges de base et il y a des territoires urbains qui ont besoin d'assumer leur dynamisme aussi. Donc il y a les deux et il faut réévaluer ces critères-là, mais il ne faut pas totalement les supprimer parce que sinon, à l'heure actuelle, on s'aperçoit que la péréquation, elle est uniquement faite sur l'enveloppe, parce que la péréquation verticale aujourd'hui doit atteindre, je parle sous couvert du gouvernement et des gens qui sont là, doit atteindre 5 à 6 milliards, peut-être même plus que ça, et elle est faite sur l'ensemble des communes, sans beaucoup de distinction. Et si on a plafonné, je veux dire, la péréquation horizontale, et il serait dommage de faire assumer un peu la péréquation actuelle uniquement par toutes les communes sans distinction. Et je pense qu'il faut revoir les critères. Ça peut faire l'objet d'un colloque. Oui. Madame le ministre, vous avez la parole pour répondre à ces 6 questions qui vous ont été posées. 6 interventions, vous avez. Alors, il y a Cécile Kuckerman qui m'a posé, enfin, qui a fait part de ses impressions et notamment de la baisse des impôts de production. Alors, c'est 3,2 milliards qu'on remplace par 3,2 milliards de prélèvements sur recettes. Évidemment, c'est beaucoup plus sécurisant que des crédits budgétaires, car c'est évolutif en fonction, bien sûr, des bases. Pour votre information, Marie, je le dis, parce que vous avez parlé des masques au passage dans votre... je me souviens bien quand on a... c'est pour dire les évaluations. Quand on a dit on va rembourser la moitié des masques qui ont été payés par les collectivités territoriales. Après, il y a eu une question de date qui a été décidée à partir de l'annonce, etc. Je ne reviens pas dessus. On avait dit que ça coûtera 60 millions à l'État. Pour votre information, c'est 215 millions que nous remboursons aux collectivités territoriales, c'est-à-dire que c'est près de 500 millions de masques que l'État a financés. C'est juste pour votre information, hein, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Ensuite, sur le filet de sécurité, bien évidemment, le filet de sécurité existe pour les collectivités territoriales, et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit l'histoire n'est pas finie, on verra l'année prochaine, et s'il est nécessaire de le poursuivre. Vous m'avez parlé tout à l'heure, Madame la sénatrice, du massif pyrénéen, que la LFR 3 avait institué un mécanisme de protection, dont je viens de parler, sur les recettes fiscales et domaniales. Mais en fait, vous m'avez soulevé le problème des recettes tarifaires. Hein, et ça a été évidemment soulevé par beaucoup de personnes. Alors, prenons une première chose, c'est que ces pertes tarifaires sont très difficiles à identifier. Je crois que vous l'avez d'ailleurs souligné, car les nomenclatures comptables ne permettent pas de les retracer de manière fiable. Par exemple, les recettes d'un service géré en régie seront perçues sur un compte, en l'occurrence le 706, tandis que celles retracées dans un compte 757, c'est tout ce qui est affermé. Bon. Donc la compensation des pertes tarifaires exigerait un travail ligne par ligne pour les collectivités, inatteignable, je dirais, en quelques mois. Deuxièmement, c'est un argument, je sais, qui n'est pas toujours recevable, mais la fermeture des services tarifaires a généré souvent, parallèlement aux pertes de recettes, parfois des économies de dépenses, quand même, puisque
il y a eu des fermetures. Enfin, je sais que ce n'est pas toujours entendable par les élus locaux, mais autant le dire quand même parce que c'est vrai. Par ailleurs, sur les recettes tarifaires, vous avez des gens, ça existe, qui disent, par exemple, moi, je fais la piscine gratuite pour les moins de 18 ans. C'est un choix politique. Vous voyez ? Donc, alors que dans une autre commune, on fait payer tout le monde. Donc, les recettes tarifaires sont extrêmement, je dirais, difficiles à évaluer. Et évidemment, l'État ne va pas se mettre à rembourser des recettes tarifaires dont une commune a décidé la gratuité. Voilà, c'est des choses comme ça. Ceci dit, bah oui. Ceci dit, nous avons, je ne l'ai pas dit, je crois, depuis que je suis là cet après-midi, nous avons donné la possibilité aux communes d'étaler les charges Covid sur 5 exercices budgétaires, en identifiant, comme dans une section, toutes vos dépenses budgétaires. C'est une circulaire d'août 2020. Bon, je signale enfin que nous réfléchissons, nous sommes toujours ouverts, nous avons proposé aux associations du bloc communal de mettre sur la table les sujets en groupe de travail. Hier matin, le Premier ministre a reçu, là tout à l'heure vous m'avez parlé des stations thermales, mais hier il a reçu les élus de la montagne, et en particulier pour les affaires de sport d'hiver, bien évidemment. Donc on va voir, on sait très bien qu'on a une crise de la Covid, on sait que ça a des répercussions très importantes sur les collectivités territoriales, et évidemment, nous serons présents. Mais je mets en parallèle, et je suis devant des gens responsables, que c'est le budget de l'État, pendant ce temps-là, vous voyez, ça se creuse, comme on dit. Bon. Mais il faut, je dirais, j'ai dit, parce que j'ai été interviewée hier, et j'ai dit dans un journal, on a 2 préoccupations, éviter que les gens ne meurent, et deuxièmement, éviter l'effondrement de l'économie française. C'est simple, c'est 2 objectifs parallèles et qu'il faut suivre. Les difficultés de financement bancaire, on a déjà regardé avec Bercy, et Bercy nous dit que globalement l'accès au crédit est satisfait en ce moment. C'est peut-être pas vrai dans tel ou tel cas, mais Bercy nous donne cette information. Pour répondre à Alain Richard, oui, la circulaire sur la rénovation thermique a été diffusée vendredi au préfet, et on va vous la transmettre si vous la souhaitez l'avoir, sans problème. Alors, Philippe Bas, monsieur le ministre, l'indexation des dotations sur l'inflation. On peut comprendre l'idée, bien sûr, mais en même temps, le budget de l'État est construit comme ça, en regardant la stabilité en euros sans indexer. Par ailleurs, vous dites que la transformation des dotations libres d'emploi est orientée, évidemment, c'est les choix de l'État. C'est vrai. Peut-être préciser que quand même les commissions DETR orientent un peu. C'est ce qui est vrai. Ce que vous avez dit toujours, c'est vous avez insisté sur les projets des élus. En tout cas, depuis que je suis dans ce ministère, j'ai vraiment un souci, c'est d'accompagner les projets des élus. Alors, je sais bien que c'est une autre discussion au-delà de la discussion financière que tout le monde a souhaité, au fond, quand on écoute les uns et les autres. Mais il y a aussi un autre débat, et vous le savez bien, Philippe, qui est c'était mieux du temps de la Datar. J'entends souvent
ces questions. Je crois qu'on est dans un monde, et je ne sais plus qui l'a dit l'autre jour ou tout à l'heure, on est quand même dans des situations très différentes. C'est quand on parlait du FNGIR, je crois. Qu'on a besoin d'aider les collectivités dans leurs propres projets, parce que c'est elles qui savent exactement, au plus près du terrain, ce dont leurs habitants ont besoin. Ça, j'en suis intimement convaincue. C'est la raison, d'ailleurs, pourquoi, même sur les CPER qu'on est en train de construire, même sur les CPER, on a admis que la maquette n'était pas forcément la même partout. Je m'exprime, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a les grandes orientations de l'État. On a parlé tout à l'heure des 3 orientations du plan de relance. Mais on admet que les priorités des présidents de région dans certaines régions ne sont pas les mêmes que dans une autre région. Et ça, je crois que c'est très, très important. Et que donc, au fond, il faut laisser les projets des collectivités territoriales se développer et bien évidemment croiser avec la volonté de l'État d'assumer certaines politiques publiques. Mais je crois que tout cela peut se passer en complémentarité, sans aucune difficulté, et après des discussions, bien évidemment. Alors, sur le FPIC, alors, je sais bien. Je ne suis pas sûre que vous soyez... mais vous avez dit que vous avez déposé l'amendement pour faire discussion. Loïc. Oui. Non, mais c'est bien. C'est bien ce que je pense. Il y a 24 000 communes en France qui bénéficient du FPIC. Et au fond, c'est une solidarité entre les riches et les pauvres, si je puis dire. Alors, il y a quelqu'un qui dit que c'est comme si on supprimait l'impôt pendant la crise, mais en même temps les prestations sociales. Mais je ne pense pas que la situation... Enfin, je comprends que tu poses le débat, et tu ne seras pas le premier à poser le débat, mais je ne pense pas que c'est le moment, en tout cas, le gouvernement a pensé que ce n'était pas le moment de changer les règles du FPIC. Voilà, pour répondre à ta question.